C'est Martha Dao qui va présenter son travail sur Guido Guidi. Alors Martha Dao, elle est commissaire d'exposition et presque docteur en histoire de l'art. Elle est rattachée, elle travaille dans le cadre de l'Université de Barcelone et notamment elle est associée au groupe de recherche Art, Globalisation et Interculturalité. Très bien, c'est la première fois. Voilà. C'est en français. Et donc, merci Jordi. Tu as 3 quarts d'heure pour une demi-heure, plus un quart d'heure de questions pour présenter. Merci beaucoup. Je reviendrai. Désolée, je n'ai pas mis des couvertures, donc ça démarre déjà au milieu de la conférence, de la communication. Et les titres que j'ai voulu donner à cette communication, c'est Guido Guidi et les hétérochronies du paysage. Je m'intéresse, comme Jordi a expliqué, depuis quelques années, je m'intéresse aux pratiques photographiques et spécialement celles-ci des auteurs qui s'interrogent ou qui se sont interrogés sur les paysages en tant qu'espace territorial, mais aussi en tant que notion culturelle. Et parmi ces auteurs, Guido Guidi occupe une place très importante. Car pour moi, c'est un des auteurs qui ont travaillé dans les dernières années les plus singuliers, remarquables. Et c'est pour cette raison que je voudrais vous proposer de faire un petit survol sur certains de ces photographies que je pense, je crois, en tout cas j'espère, nous permettront de réfléchir à des questions envisagées par Daniel Amo et Jordi Ballesta, qui je remercie vraiment très chaleureusement pour cette invitation et l'opportunité de partager avec vous. Et je m'excuse, mon français n'est pas trop bon, donc j'espère que ne sera pas trop pénible si de temps en temps j'ai lu pour ne pas perdre le fil, là, pas pour d'autres raisons. Alors, les contextes dans lesquels, tout d'abord, un petit point des contextes. Je ne vais pas expliquer trop, je ne vais pas trop introduire l'œuvre de Guido Guidi. En plus, ici, on a Antonello Frongia qui est peut-être, non, peut-être pas, sans doute, une des personnes qui mieux connaît l'œuvre de Guido. Si je savais qu'il venait, je n'aurais pas présenté cette communication, c'est sûr. Mais en tout cas, je ne vais pas trop introduire l'œuvre de Guido, sinon je dépasserai trop les temps que j'ai. Mais donc, celles-ci de vous qui ne sont pas trop familières avec son œuvre, ça va être une entrée par les biais et je vous invite à consulter ces livres après. En tout cas, un petit point de départ, c'est les contextes dans lesquels il commence à travailler. Comme on sait bien, c'est les contextes, enfin, c'est les contextes des années 50 à 60 surtout, et donc un contexte d'énormes transformations, on le sait bien, d'une transformation qui arrive après la Deuxième Guerre mondiale et des changements économiques, sociaux, idéologiques, donc un changement très fort qui a été d'une richesse extraordinaire. Et ce matin, Daniel parlait d'Henri Lefebvre, tous les auteurs qui après ont été réunis sur cette étiquette du tournant spatial, donc une richesse du point de vue théorique par rapport à la transformation du concept de territoire et de comment comprendre cet espace qui n'est plus un espace vide où il y a des activités qui se sont mises en place, mais il y a un échange, une intercommunication entre personnes et espaces et façons de travail très forte. Et aussi, comme on sait bien, une période de richesse artistique énorme. Et dans ce contexte-là, il y a cette nouvelle sensibilité par rapport à un territoire et un paysage qui est menacé parce que pour la première fois, on survit au paysage. C'est pas qu'avant il n'y a pas eu de
des modifications. Enfin, le paysage, enfin, le territoire a été modifié par l'homme dès qu'il est arrivé sur cette planète. Mais l'échelle de cette transformation, elle n'était jamais aussi énorme et radicale qu'à ce moment. Et cette sensibilité n'est pas ressentie que par les théoriciens ou que les artistes, mais aussi pour tout le monde. Et ça, il y a beaucoup de films qui l'ont bien montré. Comment cette transformation génère une nouvelle sensibilité, une appréhension collective de cette perte qu'il faut d'une certaine façon y répondre. Dans les domaines de l'art, je voudrais aussi, jusqu'à un autre point bien connu par tous, mais que j'estime nécessaire de rappeler, une transformation radicale dans le monde de l'art par rapport à la photographie et ces usages qui les artistes commencent à utiliser les moyens photographiques de façon et avec des approches énormément différentes qui peut-être trop souvent dans les discours historiographiques ont été théorisés d'une façon très polarisée. Les artistes qui utilisent la photographie et les photographes qui font des photographies. Mais finalement, je crois, et Guido Guidi, c'est un bon exemple de ça, finalement, les échanges, les dialogues, on était vraiment très importants. Les rétractions entre les uns et les autres ont été très importantes et surtout très fécondes. Et c'est pas non plus mon sujet ici, mais c'est important de souligner comment dans les années 60 et 70, et cette multiplicité d'approches vont contribuer aussi à transformer notamment les discours autour d'une idée de photographie, sa pratique et l'expérience qu'on fait des images. Les contextes donc, dans lesquels Guidi commence à travailler, c'est un moment où ces deux grandes transformations, je ne sais pas comment prononcer cette parole, chevauchant. Voilà, merci. Et donc d'un côté, ce territoire en mutation, élargissement des villes, mais aussi la façon de se déplacer, d'y travailler, d'y habiter, qui vont déstabiliser l'idée des paysages, et de l'autre, une transformation fondamentale des usages photographiques en tant que pratique artistique. De quelle façon Guido Guidi va commencer à dialoguer avec ces temps historiques, comme plusieurs auteurs qui démarrent sa trajectoire dans les années 60-70, il va aborder différentes questions à rebrousse-poil, pour reprendre la formule benjaminienne, après reprise par Sekula. Je ne voudrais que souligner que deux questions, avec l'intention de réfléchir à sa dialectique, mais aussi pour pas trop m'éloigner des questions thématiques de cette colloque. Alors, on pourrait dire les suivants. D'un côté, Guidi commence à travailler très tôt, à travailler avec une dynamique exploratoire, expérimentale, avec laquelle va s'interroger sur certains attributs de la photographie, les médiums, mais aussi, comme je disais, ses discours. Et c'est à cause de cette nécessité de faire connaissance, de cette curiosité un peu rebelle, qui commence à travailler autour des temporalités qui vont viser à repenser la notion d'instant décisif, une notion celle-ci hégémonique, commencée dans la culture photographique éminemment éditoriale qu'il y avait dans les années 60 en Italie. Cette exploration, quelques années plus tard, au début des années 80, va aussi se traduire vers un autre déplacement, cette fois-ci spatial, vers un autre sort de limites, avec son regard vers les bords du paysage, on va dire, plus classique. Il tourne sur son dos au centre urbain et monumental pour regarder exactement ce qui se passe en direction opposée. Là, en principe, selon l'époque, selon les moments, il n'y avait strictement rien à voir. Rien. On verra quelques exemples tout de suite.
Donc, dans cette petite communication, je voudrais vous proposer quelques réflexions par rapport à la liaison de ces deux aspects, ces deux dimensions de l'œuvre de Guido, c'est-à-dire dans les marges du moment décisif, car on parle de temporalité et de paysage, mais aussi dans un espace quotidien qui est aux marges de l'intérêt paysager, on va dire, plus spectaculaire ou à la marge du sens plus monumental. Pour cela, je vais m'appuyer d'une notion, que c'est la notion d'hétérochronie, qui est un concept qui a suscité un grand intérêt dernièrement grâce à des auteurs comme George Didier Huberman ou Keith Moxie, qui l'ont utilisé pour, surtout Moxie, pour questionner les formes traditionnelles d'écrire et de concevoir les récits de l'histoire de l'art comme une évolution progressive et linéaire, mais aussi comme discipline qui a marqué des frontières très claires entre des cultures dominantes, européennes, nord-américaines, et des cultures subalternes qui ont été considérées un peu exotiques et hors les temps, et entre centre et marge. Un concept aussi que je crois que c'est fondamental pour réfléchir au temps de l'image. Par rapport à la photographie, et cet aspect hétérochronique de la photographie était aussi déjà remarqué par Roland Barthes, beaucoup avant de la Chambre claire, avec ses articles réunis dans son livre de mythologie, quand il parlait de cet état édénique de la photographie avant entrer en circulation, mais aussi par Walter Benjamin, par exemple, quand il parlait, il accordait cette importance de la duration du temps de la prise de vue. Donc, pas de nouveautés, mais je crois que c'est une notion toujours utile pour continuer à réfléchir sur ce temps multiple qui implique, tout paysage implique, et pour percevoir les temps multiples qui dégagent chaque photographie. Cette image, quand Guido prend cette image, il a que 15 ou 16 ans. Et il est né en 1941, et cette image, c'est comme vous pouvez voir, comme il a écrit quelques années après, en 1956. C'est la route proche de chez lui, avec ses amis, probablement un dimanche. Pour les habits, ils sont très bien, habillés, et surtout pour les magasins, journal qui est soutenu pour un de ses amis, Agostino, parce que c'est le journal de la paroisse qui sortait justement les dimanches. Il ne sera que beaucoup plus tard, en 70-71, qui va faire imprimer cette copie, et il décide d'y écrire dessus. C'est une écriture qui ne fixe pas l'essence de l'image. En fait, il parle qu'il a fait cette photo avec la caméra qu'il a offert son oncle. Et comme vous voyez, ce n'est pas une écriture de la taxative de la sûreté. Il a des doutes, et il a des bavures, des tâches. Donc, la trace de son écriture, comme beaucoup d'autres écritures qui va sur l'image même, et qui après, certaines fois, je ne me rappelle pas du mot, qu'il enlève, ne se fait pas dans la pleine sécurité de l'écrit verbal explicatif. Il y a une instabilité du signe de cette écriture qui accompagne les visuels. Donc, sitôt déjà, même d'une façon intuitive, il y a déjà dans son œuvre, dans son travail, un dialogue fondamental entre image et texte. Au langage du visuel, ici prend une forme d'une sorte d'alphabet. On voit cette grand A qui dessine les poteaux. Et Guido va contraposer une expression verbale du doute, de l'interrogation. Mais surtout d'un moment qui s'élargit, qui dépasse les temps de la prise de vue. L'inscription de l'instant exact, qui est marquée par cette ombre qui est au pied de ses amis, montre aussi des continuités en avant et en arrière aussi. Dans son texte, comme je disais, on découvre cette référence à les moments de cette caméra offerte par son oncle. On a les moments de la prise de vue, l'expérience
certains aspects oubliés, les petites anecdotes oubliées, l'impression du tirage, beaucoup plus tard. Et à ces différents indices de temporalité, il faut ajouter aussi notre ici et maintenant, non? Notre présent, le temps qui va durer l'image sur l'écran. En fait, je vais la passer. Je vais une autre. Vous voyez un peu plus de près. Si on regarde dans l'image, chaque élément, et je pense que Danielle, dans son introduction ce matin, elle en parlait très bien, elle faisait une très belle introduction par rapport à ces temporalités qui sont dans les images. On a le temps de ses amis qui sont restés immobiles pendant que Guido prenait la photographie. On a la vitesse du cyclomoteur, peut-être vous ne le voyez pas là au fond, qui vient de passer, mais aussi les éléments. On a la durabilité de cette poteau, le temps de cette rue qui n'était pas en fond de la rue, les arbres, les collines qui ont un visage au fond, tout a sa durabilité, sa temporalité. Commencer, c'est l'image qui, avec ses relations, nous permet d'avoir cette perception qui dans l'ordinaire est beaucoup plus difficile à percer. Donc, Guidi est déjà à 15 ans, n'est peut-être pas conscient de tout cela, mais en tout cas, c'est important de souligner comme ici la logique de l'instant décisif exaltée justement à cette époque, milieu des années 50, il avait fait oublier un peu le dynamisme inhérent des images photographiques, et c'est là, ça va être une question que Guido va aborder de façon directe très, très vite dans son premier travail, on va dire déjà de sa trajectoire artistique. Vers la fin des années 60, il va faire des images qu'il appelle diachronie. Ce sont des travaux très inspirés dans des exercices de grammatique visuelle qu'il avait fait à l'école avec des designs avec Italo Zanier, et quand il était encore étudiant, mais ici avec des nuances beaucoup plus, on va dire, vitales, expérientielles, et qui l'éloigne aussi des façons plus programmatiques, des conceptuels qui aussi à l'époque travaillent dans des approches similaires. Et après, il y a une anecdote très mignonne qu'il m'a racontée, qu'il raconte souvent, qu'il venait de voir quelques temps auparavant les films de Godard, 2 ou 3 choses que je sais sur elle, qui est sorti en 67, et il disait qu'il était absolument fasciné par les formats panoramiques et aussi cette caméra qui bouge à 140 degrés. Mais il ne pouvait pas s'acheter, il voulait faire des photos panoramiques, mais il ne pouvait pas s'acheter une caméra qui était trop chère. Et donc, il a décidé, c'est typique dans son approche, et il a décidé d'émuler cette format en faisant des images, de les imprimer comme ça. Et aussi, un clin d'œil à une fausse image stéréoscopique. Donc déjà, à notre sorte de couche temporelle, parce qu'il fait cette rappel aux origines de la photographie. Si l'instant décisif ne peut pas que fonctionner sur une image unique, on peut dire que c'est une espèce de temps monument. De l'autre côté, on a des autres temporalités plurielles qu'on pourrait appeler des temps marges, qui ne fonctionnent qu'à travers la multiplicité des essais, à multiples reprises. La question qui se pose ici n'est pas tout à fait banale, car Guido propose très tôt un questionnement sur les certitudes de l'exactitude photographique. Non? Il procède à travers des doutes qui ne se résoudent pas, une insistance qui ne donne pas de conclusion. Donc il faut regarder à nouveau. Je regarde à nouveau ce que j'ai vu ou j'ai cru voir. Il faut continuer à regarder. Pas d'instant décisif, car tous sont susceptibles de l'être. C'est en regardant les photographies qu'il dit découvrir ce qu'il n'a pas vu, et donc pouvoir retourner à continuer cette démarche exploratoire. Les paysages ici sont les mêmes.
a presque pas changé, mais quand même, la Terre n'occupe pas exactement les mêmes lieux. Il a bougé par rapport au Soleil. Il y a un brin d'herbe qui a bougé, les camions et quelques mètres plus loin. Fosso Ghiaia, Ravenna, en 1972. Et dans cette pratique de Guidi, dans cette observation de ses alentours qu'il fait, il fait toujours, on peut dire, il tisse, il fait un tissage des relations avec d'autres références de la photographie, mais aussi de l'art. Il a été fasciné par Leon Battista Alberti et notamment la perspective occupe une place capitale dans son œuvre, mais aussi les peintres de la Renaissance, surtout celles-ci qui ont vécu proche de chez lui, Piero della Francesca par exemple, ou les mosaïques byzantines de Ravenna, ce qui va produire évidemment des constantes hétérochronies, des références, des rappels à d'autres temps qui se recroisent dans ces images. Et aussi, c'est évidemment un très clair hommage à Walker Evans qui découvre au début des années 70 et avec lesquels il va établir un dialogue sans cesse avec son œuvre. Et quand il regarde les photographies d'Evans, comme par exemple celle-ci, School with Separate Bail, Alabama, fait en 1936, Guido pas seulement voit Walker Evans, mais aussi il voit ou il imagine comme il a interprété à sa façon d'autres artistes comme par exemple Paul Klee, Séparation dans l'après-midi. Ouais, je ne sais pas si c'est exactement comme ça les titres, mais c'est une œuvre de 1922. Donc, cette image appartient à une série qui s'appelle La Façade. Et on retrouve je n'ai amené qu'une. On retrouve donc toute cette édification typique de sa région, de l'Emilia-Romagna, et très présente cette question de la lumière, comme la lumière donne des formes, les pas du temps, la façon de la lumière de donner forme au visible. Et quelquefois des maisons qui prennent l'allure d'un visage, et aussi très important cet esprit vernaculaire qui retrouve Walker Evans, mais qu'il avait découvert auparavant grâce à un autre de ses professeurs, Bruno Zevi, et qui prendra beaucoup d'importance pour lui. Ces photographies, donc, deviennent un espace de rencontres, des références, des rencontres des temps divers, comme je disais. Ça ne veut pas dire que ces photographies ne partent pas du présent, bien au contraire. C'est une présente qui illumine les passés et un passé qui illumine les présentes. D'une façon plus rapide, je voudrais aussi montrer d'autres images qui prennent celle-ci, c'est une image de l'année 1980. On voit bien, c'est une image très énigmatique, et comme cette poteau ici, un poteau électrique devient une espèce d'horloge qui montre l'heure exacte de cet endroit. Treviso 1980, une photo qui a été reprise, qui a été publiée quelques années, 4 ans plus tard dans Viaggio in Italia, et que pour Guido c'est important aussi comme cette façon dont l'appareil photographique, comment on reprend les temps, c'est une façon aussi d'effacer les choses. L'appareil, la photographie produit du visible, mais aussi produisent des effacements.
Une autre série très importante pour les sujets d'aujourd'hui, c'est cette série réunie sous les titres de Preganciol, qui a été rééditée récemment par l'éditeur anglais Mac, et c'est une série de l'année 83. C'est des édifications probablement une petite maison d'un jardinier, un gardien d'un parc, et dans lequel Guido reprenne cette idée de la chambre avec fenêtre comme métaphore de la photographie comme fenêtre sur le monde, mais une fenêtre qui fait voir, surtout quand elle referme, mais aussi une chambre qui devient chambre photographique, même une prolongation de son cerveau, et finalement une chambre aussi qui devient espace d'une annonciation. Non, ici, il y a cette rayon de lumière qui rentre dans la chambre. Et beaucoup après, bien sûr, il a été fasciné par les livres de Daniel Arras. Mais cette série, en fait, on pourrait dire que s'explique presque la même chose, cette théorie d'Arras du temps de ce temps représenté par l'Annonciation. Et vers la fin des années 70, Guido Guidi explique qu'il a eu l'envie après une quinzaine d'années en travaillant avec une caméra de petit format, il a l'envie d'une majeure précision, de travailler avec une caméra de grand format, d'avoir cette relation beaucoup plus forte entre le corps et l'espace, et il décide de travailler à la chambre en couleur. Et on pourrait dire que les sujets, d'une façon, continuent à être les mêmes, non? Les camps optiques albertiennes, l'espace circulaire dans cette forme géométrique rentre, les espaces quotidiens, anonymes, en principe sans importance, qu'il décide avec acharnement de commencer à prendre, d'une façon aussi à nouveau rebelle par rapport à ce qui a été institué à l'époque, et par rapport à un paysage beaucoup plus spectaculaire, ou l'importance des centres historiques, et dans lesquels, comme j'expliquais avant, il décide de tourner au dos et regarder dans la direction opposée. Et donc, là où on retrouve cette temporalité du quotidien. Ça appartient à Montegrappa, à notre travail qu'il a fait dans la montagne. Donc, c'est pas qu'il y a un oubli ou un désintérêt dans l'espace naturel, mais qu'il reprend ici dans cette montagne où je me rappelle une phrase très belle d'Antonello Frangia qui disait que dans cette montagne, on ne voyait pas trop clairement les différences entre les signes qui restaient de la guerre, qui ont marqué cette montagne, et les nouveaux usages qui étaient en train de transformer cet endroit. Donc, je vous montre quelques images de cette époque-là, où on pourrait faire de nombreuses lectures. Presque, je laisse vous regarder, d'imaginer toute cette temporalité qui se sont inscrites par rapport à ces signes, par exemple les voitures, les téléphones, l'inscription. Aujourd'hui, les samedis après-midi, c'est fermé, et dans l'autre côté qui dit ouvert. Les petites actions, cette feu, non, cet moment de lumière qui rentre par rapport à cette feu qui est en train de brûler quelques herbes.
Et ce travail aussi qu'il a fait avec Antonello Frongia, c'est Gibellina. C'est un endroit où il y avait eu un, je ne sais pas comment dire en français, un terremoto. Merci, un tremblement de terre. Et il avait déjà fait ça avant, mais si vous voyez, il a décidé d'émouler Timothy O'Sullivan et d'incliner un peu cet horizon. Donc, si avec la caméra de grand format, il devient beaucoup plus transparent qu'avant. Les images, on tombe dedans beaucoup plus facilement. On oublie qu'on est face à une image photographique parce que c'est très transparent. De temps en temps, il fait des petites éruptions, certaines fois très évidentes, d'autres fois beaucoup moins. Qui à Gibellina, pour ce tremblement de terre, ils avaient un sens presque littéral, mais après il a continué à les faire. Rimini Nord, cette image appartient aux années 90 et c'est notre livre très important. Cette matériel qui coule, ça me fait penser aux performances, les premières performances de Robert Smithson, où il balançait à Rome des tonnes de terre, et que c'est une espèce de parodie aux artistes expressionnistes américains comme Pollock. Je ne sais pas si c'est pas du tout le cas dans cette image, mais en tout cas, il y a toute cette différente temporalité et matérialité qui se met en place. Et aussi cette inclination, il y a une interprétation très belle qui donne Guido Guidi. D'un côté, il y a cette idée des cercles, de rénovation constante, non, des pertes, la montagne qui perd sa forme. Mais et ici, cette nouvelle construction qui a effacé ce qu'il y avait avant, donc ce cycle constant de construction, destruction, rénovation. Mais il faisait une autre observation que j'ai trouvée magnifique, et cette idée de cet horizon est incliné parce que nous aussi, avec la Terre, comme planète bouge autour des autres planètes, il y a une inclination, il y a un rapport à des échelles beaucoup plus vastes. Donc, vous voyez toujours cette idée très forte des matériels qui bougent, des endroits en principe pas représentés, surtout au début à l'époque, et cette présence de la lumière. Et ça, c'est Marghera, c'est l'alter ego, on va dire, industriel de Venise. Donc, encore une fois, cette regard en direction contraire, cette autre temporalité, une temporalité du travail, mais un travail industriel, ouvrier, qui est en train de se défaire, parce que c'est déjà un moment très fort de déindustrialisation à Marghera, dont il fait cet travail. Donc, toute cette matérialité, cette couleur aussi, qui a un Guido travail d'une façon très forte, qu'on voit c'est de faire. Un autre travail, c'est Fiume, où il reprend cet micro-mouvement de la lumière qui se mêle autant cette idée, cette métaphore de l'eau qui coule. Et j'ai fini par cette image beaucoup plus récente, prise à San Giorgio en l'an 2006. Donc, vous voyez cette continuation, de continuer à regarder ces paysages quotidiens, proches de celui, lui il habite, cet regard intéressé par l'architecture qu'il dit entre guillemets mineur, les petits chantiers de l'homme qui travaille la terre.
Et donc cette nécessité de continuer à regarder cet inépuisement des paysages qui changent. Donc, hétérochronie, dont je me suis servi pour essayer de mettre en valeur l'énorme contribution de cet auteur qui est Guido Guidi, qui j'espère qu'il nous a fait comprendre, qui nous aide à comprendre mieux sa pratique, ses contributions, à cette relation qu'il maintient les images et surtout à l'idée des paysages. Une pratique photographique comme un fort caractère qui interrogatif, qui ne cesse jamais d'ouvrir des questions constamment, avec une curiosité inépuisable, qui met en œuvre une photographie non autoritaire, qui ne cherche pas à offrir des questions taxatives ou définitives, mais plutôt à ouvrir des espaces de réflexion. Ces images, on pourrait dire donc que c'est comme des lignes de fuite. Si on rentre dedans, on comprend comme la connaissance ne se donne pas d'une fois pour toutes. Il est en constant mouvement. Et l'image est jamais unique et toujours un lieu de rencontre. Merci. Je ne sais pas si j'ai fini trop tôt. Donc, merci Martha pour cette très belle intervention. J'ai quelques questions à propos que je souhaiterais te poser. Tu as montré au début une image d'archive finalement pour Guido Guidi, puisqu'il revient une quinzaine d'années après vers cette image, il réécrit sur cette image. Et en même temps, en contraste, on voit une expérience de terrain où il n'est pas loin de ce qu'il a photographié, il est toujours très à proximité. On n'est pas forcément dans des vues de détail, mais dans des vues de proximité. On a toujours l'impression qu'il va aller atteindre physiquement ce qu'il vient de photographier. Alors, est-ce que ces deux perspectives, cette relation aux archives lointaines et cette pratique du terrain où on est proche des objets est représentatif de son travail global ou par exemple, cette première image n'est pas forcément quelque chose qui permet de comprendre sa relation aux archives? Mais peut-être aussi Antonello, qui connaît beaucoup mieux que moi l'œuvre de Guido, pourrait répondre d'une façon plus exacte. Et je l'ai montré parce que j'ai trouvé incroyable comme une image de quelqu'un qui fait ses premières photos. Je veux dire, il était un adolescent, il avait 15 ans, et j'ai trouvé frappant qu'il y a autant d'aspects qui après se sont mis en place dans son œuvre. Et aussi parce qu'après, il a continué à faire, je ne sais pas pendant combien de temps, mais il y a beaucoup, surtout dans les livres qu'il a fait avec Paolo Constantini, Varianti, il y a beaucoup d'exemples qu'il reprend des images, qu'il écrit dessus, qu'il efface. Donc il y a enfin, et en plus il y a beaucoup d'anecdotes où ils se sont moqués de lui, mais comment il nous envoie des images qui sont tout écrites sur l'image et tout. C'est un peu sale, c'est comme casser cette chose très, très précieuse qu'il y avait dans cette époque de la photographie, non? Ou dans les milieux de la photographie. Donc avec ces images, il y a ce rapport qui, dans le temps, qui s'est fait d'un côté avec ces images prises quelques années avant, mais après, il y a cette constante répétition qui n'est pas une répétition en fait, c'est une nécessité de retourner, bien sûr, dans les endroits où il habite. Et effectivement, comme tu dis, parce que c'était des endroits où il habite, où il a travaillé. Donc la Strada Romea qu'il faisait pour aller à Venise à travailler à l'université. Et quand il a fait In Between Cities, que c'est chemin de pérégrination de Saint-Pétersbourg en Galice, à Santiago de Compostelle, qu'il a fait avec Marco Venturi, c'était bien sûr beaucoup plus difficile à se rendre à nouveau, non? Quand il racontait récemment ses derniers travaux
en Sardaigne, il essayait de retrouver les endroits où il avait travaillé auparavant et c'était très difficile de les retrouver. Donc, cette regarde, on va dire, insistant, qui cherche à connaître mieux, qui peut-être l'exemple le plus fort, c'est le travail qu'il a fait à Tomba Brion sur Carlos Scarpa, qui l'a vraiment permis de comprendre des opérations intellectuelles de Scarpa que personne avait remarqué avant, grâce à cette constance, cette curiosité, cette capacité d'observation pendant ses travaux, mais aussi ce qui sa photographie lui permet de voir. Ça s'est fait quand c'est un espace quotidien proche de chez lui qui lui permet vraiment d'achever les résultats, on va dire, peut-être plus en profondeur. Je ne sais pas si j'ai répondu ou j'ai répondu une autre chose. Non, non. Merci. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Si. Non, non. Est-ce que la question du retour vers les archives et de cette proximité physique, c'est aussi une manière d'affirmer l'intimité et les doutes de l'intimité? Tu n'as pas beaucoup parlé des doutes. Enfin, de l'intimité, de son intimité personnelle, en fait. On a l'impression dans ces images qu'il n'a pas forcément voulu travailler sur un territoire en particulier. Je ne sais pas quelle est sa relation avec la commande publique, mais que c'est un paysage personnel, intime, dans lequel il erre personnellement. Alors, je pense que dans ce que tu exprimes, il y a plusieurs questions. Et d'un côté, la nécessité d'inscrire, je pense que c'est un dialogue très fort, comme je disais, entre... et je pense qu'il a été très avancé sur son époque par rapport à ça, et très singulier aussi, de mettre en question l'exactitude du discours verbal, non? Qui normalement, on dirait qu'on a l'impression que c'est très exact, qu'on arrive à préciser beaucoup de choses avec les mots. Et par contre, on a un peu plus de doutes avec les images, qui sont des questionnements qui, à la même époque, fait Sekula, par exemple, Alan Sekula, non? Quand il fait Meditations on a Triptych, c'est année 73. Et non, donc il écrit pendant 5 ans tout ce qu'il voit dans les images de sa famille, par exemple. Non, il met 5 ans à dire, c'est pas qu'une photo vaut 1000 paroles, c'est plutôt que 1000 paroles peuvent être dites sur chaque photographie, et c'est pas à cause d'une pauvreté narrative, non, mais c'est plutôt que dans chaque photographie, il y a tellement d'informations que c'est presque inépuisable chaque photo. Et je pense que Guido, je peux me tromper, c'est mon interprétation, mais je pense que Guido l'a senti très clairement ça. Il ne l'a pas raconté, il a exprimé ça en ses photos, dans sa façon de travailler, non? Cet regard, je regarde encore, je n'aboutis pas sur une clarté de ce que je veux dire d'une façon définitive, j'ai besoin de continuer à regarder, et les signes qui accompagnent ça exprime la même, chaque image, chaque photo amène à l'interrogation suivante, non? À une autre question. C'est pas comme Shore, par exemple, qui se pose la photographie en tant que problème visuel. Il y a cette problématique, je vais la résoudre. Je pense que c'est beaucoup plus anarchique, peut-être, sa démarche, non? Et cette besoin de continuation, d'un achèvement, d'infini, non? Qui reprend avec les signes des doubles loubles de Scarpa, non? Cette continuité, cette nécessité de continuer. Encore une fois, je ne sais pas si j'ai répondu. Merci.